Bonjour à tous, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire où nous allons évoquer un sujet qui s'inscrit pleinement dans l'actualité puisque nous allons aborder la contribution des achats dans cette phase de redémarrage qui va s'amorcer et plus particulièrement les paramètres clés de cette sortie de crise. On a bien compris, cette crise du Covid-19 est sans précédent. Elle challenge notre capacité à répondre avec agilité et rapidité à de nombreux défis, dont celui de soutenir efficacement l'activité. De fait, la fonction achat, de par son rôle charnière entre les fournisseurs d'un côté et les clients internes de l'autre, doit de toute évidence être en mesure de s'impliquer aussi bien sur des problématiques d'approvisionnement que celles liées aux paramètres financiers de l'entreprise, qui vont être vraiment déterminants dans les jours, semaines, mois à venir. Une approche collaborative en mode projet est donc la clé pour matérialiser cette contribution. Donc, l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est partager certaines approches pouvant être utiles à adopter par la fonction achat en soutien à l'activité de votre organisation et en prévision de la sortie de crise, et identifier les actions clés, pourquoi, comment les prioriser, à la fois sur le court terme et sur les moyens termes, en se focalisant sur un certain nombre d'éléments très structurants. Premièrement, s'assurer que les équipes achats ont une vision claire et précise de leur rôle. Deuxièmement, faciliter les synergies entre les achats et les différents acteurs de l'entreprise. Troisièmement, travailler en transversalité et établir un plan d'action partagé. Enfin, il faudra établir une communication vraiment efficace au sein et en dehors des achats. J'illustrerai un certain nombre d'éléments au travers de ma propre expérience, mon propre vécu et des exemples de bonnes pratiques de gestion de crise et de sortie de crise. Je vous propose donc de parcourir cette présentation au travers de 5 parties. La première concernera le comprendre les impacts de la crise dans l'activité. Le deuxième aspect sera lié à l'aspect humain, qui va être vraiment un élément déterminant dans la sortie de crise. Intégrer les paramètres et demandes de l'entreprise, et oui, pour établir ces plans d'action, il faudra écouter ce que nous disent les principaux acteurs de l'entreprise et identifier de fait les actions liées aux achats, plus particulièrement comment on s'organise, comment on les structure, et enfin, comment s'installer en mode projet et, nerf de la guerre, comment communiquer sur nos actions au cours de cette période. Tout d'abord, je souhaiterais prendre un instant pour me présenter. Je m'appelle Vincent Gilly, je suis fondateur de CPO+, structure spécialisée dans le conseil et la formation en achat et développement durable. J'ai une expérience de 20 ans à haut niveau dans les achats stratégiques et opérationnels, dans des environnements de marché fortement globalisés, très concurrentiels et parmi les entreprises les plus en pointe dans le domaine des achats et la supply chain. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs crises majeures au cours de ma carrière, et je vous propose donc de partager ce vécu et mon expérience, mon retour d'expérience sur la gestion de ces crises au cours des prochains slides. La démarche que je vous propose aujourd'hui n'est pas uniquement limitée à la seule crise du Covid-19, mais peut s'appliquer à tout type de situation réclamant une gestion de crise et une sortie de crise. Je vous propose tout d'abord de commencer par essayer de déterminer et comprendre les impacts d'une crise dans une activité et ses conséquences. En effet, le premier élément quand on aborde une crise, c'est d'analyser le type de crise auquel on est confronté afin d'établir et d'anticiper les éventuelles conséquences. Pour les achats, on regardera particulièrement les impacts sur la supply chain et tout élément qui pourra mettre en danger la reprise d'activité. Pour cela, j'ai identifié 2 grandes familles de crises qui peuvent avoir un impact plus ou moins direct sur votre activité. Naturellement, pour les achats, on sera particulièrement attentif aux conséquences opérationnelles qui peuvent se matérialiser sous différentes formes. Crise qualité, rupture d'approvisionnement, outils de production à l'arrêt, santé financière très précaire, voire critique de fournisseurs,
C'est un sujet sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, car c'est certainement un risque assez fort dans les prochaines semaines et mois à venir. Idéalement, naturellement, pouvoir aborder une gestion de crise en ayant au préalable et de manière proactive mis en place une politique de gestion de risque doit théoriquement aider à surmonter et limiter les impacts de la crise. Naturellement, nous ne pouvons pas maîtriser tous les paramètres d'une crise, surtout si l'origine de celle-ci s'appuie sur un élément totalement nouveau, et on le constate avec le Covid-19. C'est un virus dont on commence à peine à comprendre les mécanismes sur l'homme et ses impacts sur notre société avec les conséquences pas encore totalement identifiées. Encore une fois, avoir investi dans une politique de gestion des risques et mis en place des mécanismes de défense peut aider à surmonter une crise dans de bonnes conditions. Par exemple, Siemens dès 2004 avait mis en place toute une politique de gestion des risques et sur ma famille d'achat, à l'époque, nous avions identifié par business unit les composants critiques et le niveau des achats associés. Cela s'était traduit par la mise en place de mécanismes et de plans pouvant nous permettre d'aborder une éventuelle crise sur ces composants. On le voit bien, l'anticipation se repose beaucoup sur la maturité et la culture et l'environnement de l'entreprise. Pour illustrer les conséquences d'une crise, je vous propose 3 exemples que j'ai personnellement vécu en tant qu'acheteur. La première crise, c'est celle du boom du téléphone portable. On s'est retrouvé avec un souci d'allocation de composants. En fait, les fournisseurs, à la limite de leur capacité de production, pour couvrir une demande extrêmement forte. Et naturellement, le challenge pour certaines industries comme l'automobile, à cette époque, je travaillais chez Siemens, c'était de se démener pour obtenir le minimum requis pour produire. Au passage, on a pu constater que certains fournisseurs ont largement profité de la situation pour augmenter les prix de manière quelquefois très significative, alors que d'autres ont totalement joué le jeu du partenariat. La seconde crise, bien, c'est une crise financière, on la connaît toutes et tous, et avec les problèmes liés aux actifs toxiques et subprime, donc une crise du système bancaire, crise du financement, et on est à la recherche de cash. Pour les achats, les fournisseurs qui étaient en fragilité avant la crise se retrouvent au bord de la faillite pour certains. Renault et PSA, il faut savoir, ont injecté des centaines de millions d'euros pour sauver un certain nombre de sous-traitants, sachant que certains étaient en monosource, voire monosource technique customisée, et ces donneurs d'ordre représentaient jusqu'à 80% de leur chiffre d'affaires. Là aussi, il y a des bonnes questions à se poser sur la stratégie fournisseur dans ce cas-là. La troisième crise, c'est une crise écologique avec Fukushima, hein, et donc cette centrale nucléaire touchée par un tsunami et ses conséquences sur toute une région industrielle qui possède de nombreuses usines dans le domaine des hautes technologies, semi-conducteurs, sous-ensembles électroniques en particulier, qui vont être à l'arrêt. Donc, en plus, ces usines alimentaient de nombreux clients au Japon et dans le monde entier, et des industries comme l'automobile ont été particulièrement affectées. La caractéristique commune de ces 3 crises, elles ont eu un impact direct sur les chaînes d'approvisionnement, soit un ralentissement ou soit un arrêt, et on a travaillé sur des plans pour éviter la rupture de production. Elles étaient aussi peu ou pas prévisibles dans leurs conséquences, et très sectorielles et globales aussi pour certains secteurs industriels. Avec la crise liée au Covid-19, nous sommes dans une situation vraiment différente car l'activité a été fortement ralentie suite à des décisions de confinement pour éviter la propagation du virus. Donc, elle crée un ralentissement de l'activité économique avec une géométrie assez variable sur les secteurs affectés. Point spécifique, on peut imaginer qu'elle était prévisible. On avait l'expérience du SRAS en 2003, du moins les pays d'Asie, beaucoup plus que nous, et on pouvait anticiper à nouveau une crise sanitaire du même niveau.
mauvaise volonté ou manque d'anticipation des gouvernements, de certaines organisations. Toujours est-il que cette crise est aujourd'hui mondiale. Et c'est la phase de redémarrage qui va finalement montrer les réelles conséquences de ces crises, mais que l'on peut déjà identifier avec à la fois une crise de la demande sur certains secteurs comme le loisir, le tourisme, le divertissement, ou une crise de l'offre. On voit que des secteurs comme l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, médicale sont en tension. Ça ne va peut-être pas durer, mais c'est une situation qui est réelle. À présent, il me semble utile d'aborder la partie analyse, qui doit nous permettre d'identifier de manière plus fine les éventuelles conséquences de la crise et recueillir nombre d'informations pour élaborer ces fameux plans de sortie de crise. Une approche, première approche très macro avec un outil qu'on appelle le PESTEL, qui permet de surveiller les risques et les opportunités que pourrait rencontrer l'entreprise et son marché. La particularité de cette matrice, c'est qu'elle donne une vision globale de l'environnement. Le deuxième niveau, qui est une analyse beaucoup plus fine, sectorielle, qui doit nous permettre d'identifier les liens entre votre secteur d'activité et les autres, sachant qu'il existe certainement des ramifications, des liens entre secteurs fortement impactés par la crise et ceux qui, au contraire, sont peu ou pas affectés. Là, il sera vraiment intéressant de voir comment votre propre secteur s'inscrit dans cette crise et s'il peut espérer, et si vous pouvez espérer une sortie de crise plus ou moins rapide. D'un point de vue achat, on peut imaginer que les fournisseurs dans les activités de service vont être en forte tension, sinon pas une bonne diversification de leurs bases clients et vont être à la recherche de marchés compensatoires. Enfin, le troisième niveau, c'est celui de votre activité opérationnelle. Et comment se présentent vos fondamentaux dans la perspective d'une continuité ou un redémarrage de votre activité. On regardera, vous l'avez bien compris, et assez naturellement, certains paramètres qui détermineront la probabilité d'une sortie plus ou moins rapide, à savoir votre demande client et leur niveau de commande. Dans ce cas-là, l'anticipation, je pense, joue un rôle clé car on peut être confronté à un afflux de demandes plus important que prévu. J'ai vécu, par exemple, le démarrage d'un nouveau modèle Logan chez Renault avec des volumes qui se sont avérés 30% plus importants que les prévisions initiales. Donc là, il a fallu travailler avec les fournisseurs pour trouver de la capacité, et des pièces pour soutenir la production, sachant que certaines pièces sont techniquement dans des délais de production incompressibles. Dans ce cas-là, on travaille à la fois en interne et avec le fournisseur sur les plannings et sur les besoins des autres clients pour essayer de trouver des pièces. Vous l'avez bien compris, toute cette analyse doit nous permettre, in fine, de pouvoir évaluer votre capacité à soutenir l'activité, à redémarrer et à déterminer, anticiper un certain nombre d'obstacles qui peuvent vous empêcher justement de soutenir cette activité. Voilà une transition toute faite pour aborder le thème du diagnostic et l'état des achats dans la perspective du redémarrage et de la continuité d'activité. Et dans cette perspective, il y a un outil très pratique que j'ai souvent utilisé, qui est le SWOT. L'analyse SWOT est un outil d'analyse stratégique. Elle permet de réaliser un diagnostic avant de lancer son projet et son objectif est d'évaluer la pertinence d'une stratégie future. Mais pour obtenir une analyse pertinente des résultats de cette matrice, naturellement, vous devez la réaliser de manière très sérieuse et de manière exhaustive. Sur cette base, vous pouvez établir un diagnostic plus intrusif sur l'état des achats. C'est ce que je montre sur ce slide. Donc, à la fois le rôle des achats, ses challenges, les attentes internes
et ses priorités. Pour arriver à ce diagnostic, vous pouvez vous référer à certaines questions qui peuvent vous aider à établir ce bilan. Par exemple, comment soutenir les flux entrants et sortants? Au-delà de trouver de la matière pour produire, vous l'avez compris, on l'a vu pendant le confinement, il y a des tensions sur la disponibilité des transporteurs avec des tarifs fortement en hausse. Deuxième question, quels sont mes concurrents sur l'appro de matière? Base client de mes fournisseurs. Suis-je le seul sur ces pièces, produits, matières, ou sommes-nous très nombreux? Question cruciale pour des produits niches et monosources. Le buying power, en regard de ma concurrence sur le marché, suis-je bien positionné pour convaincre mes fournisseurs qu'ils doivent me livrer prioritairement, car on peut imaginer sur un même secteur que tout le monde va redémarrer en même temps. Enfin, et ça fait partie des questions vraiment essentielles, l'état de la relation avec vos fournisseurs. Est-ce que j'ai établi un partenariat solide avec mes principaux fournisseurs et critiques? On y reviendra un petit peu plus tard, mais ce sujet est vraiment essentiel au redémarrage et soutien de l'activité. En l'an 2000, avec le boom du marché du téléphone portable et les plans d'allocation, j'ai découvert le principe de celui qui crie le plus fort, c'est celui qui crie le plus fort qui a raison, pardon. Se battre pour obtenir pied à pied des pièces et être prioritaire sur les autres clients. Donc ces démarches-là, si vous voulez, elle est très importante. On avait des réunions quotidiennes avec des reprévisions sur les volumes minimums pour éviter la rupture en production, à la fois en interne et avec les fournisseurs. Naturellement, si vous pouvez avoir des outils type EDI qui vous aident à faciliter vos plans de planification, c'est d'autant mieux. Enfin, la notion, vous l'avez bien compris, d'engagement est forte, même si elle a aussi ses limites en fonction de votre buying power. Enfin, une question importante sur la santé financière et celle de vos fournisseurs, parce que l'aspect financier va jouer à plein son rôle pendant cette phase de sortie de crise, car naturellement, on aura tendance à soutenir des secteurs et des entreprises qui peuvent payer. Dans certains cas, ce sont ce que j'appelle les liaisons dangereuses, car on peut travailler avec des fournisseurs en monosource sur des produits customisés. La crise de 2008, et je l'évoquais un petit peu précédemment, et d'autres nous a rappelé que finalement, la gestion de risque se travaille dès le design des produits solutions, car on constate qu'elles détiennent en elles les clés de la sortie de crise. Plus l'article est standardisé, mieux c'est pour identifier des backups. Et le multisource est vraiment un outil puissant de la gestion de crise. Vous verrez que la crise permet aussi de convaincre certains récalcitrants que certaines méthodes d'achat et d'optimisation peuvent s'avérer vraiment cruciales. Et ces périodes sont vraiment favorables au changement. Méthodologie et rigueur sont donc, vous l'avez bien compris, vraiment déterminants pour gérer une crise. On va collecter de nombreuses informations, il faut arriver à réaliser une synthèse claire, compréhensible et surtout exploitable pour être partagée avec l'organisation. Pendant cette phase, des décisions seront prises pour favoriser l'activité. Dans chaque crise que j'ai connue, nous sommes systématiquement entrés en mode projet et on se repose sur des instances pour assurer la meilleure coordination possible. Et le diagramme que je partage aujourd'hui avec vous sur ce slide tente de résumer toutes les étapes clés de la gestion de crise avec en point d'orgue, essayer d'établir la meilleure communication possible et partager les informations clés. Vraiment, l'objectif est de donner à l'entreprise la meilleure visibilité possible sur les éventuels obstacles afin de favoriser la reprise. Dans cet esprit, j'ai indiqué l'approche War Room. Cette approche a été utilisée par Renault en 2011 pendant la crise liée à Fukushima et je reportais quasiment toutes les semaines sur le risque ou point de vigilance lié à ma famille d'achat. Vous l'aurez compris, le suivi est donc clé et s'accompagne d'un échange régulier avec votre base fournisseur. Au-delà de cette approche méthodologique de la gestion et de la sortie de crise,
le facteur clé dans cette période charnière va être vraiment le facteur humain. On va en parler dans quelques instants, car c'est une communauté de personnes qui vont s'inscrire dans une dynamique d'équipe, de groupe, pour soutenir l'activité. Première constatation, mais qui est une évidence, nous sommes avant tout des êtres humains, avec ses personnalités et ses sensibilités. Et donc, oserais-je dire, empathie, empathie. Encore une fois, nous ne sommes pas des robots que l'on programme pour telle ou telle tâche. Chacun a son propre ressenti, a vécu cette crise d'une manière différente, et d'autres crises du reste, et a peut-être été plus ou moins affecté. Donc il est nécessaire de prendre le temps de l'écoute, de faire preuve, encore une fois, d'empathie. Le cas échéant, je pense qu'il ne faut pas hésiter à partager vos expériences respectives sur la gestion de crise, si vous en avez en particulier vécu, et comment vous les avez abordées pour établir le plan de reprise le plus efficace possible. Par ailleurs, moi, je suis assez convaincu que le dialogue est clé pour assurer la continuité de l'activité et impliquer les équipes de manière forte et engagée. Il y a quelques années, mon entreprise a vécu une crise sérieuse avec une de ses filiales dans un contexte local assez tendu qui a duré assez longtemps, avec des impacts business massifs, un drame humain sur le plan RH et qui a profondément affecté l'équipe locale. Je me souviens avoir beaucoup échangé avec l'équipe locale achat et j'ai essayé de trouver les mots justes pour les garder motivés et engagés et voir comment je pouvais les aider à mon niveau. Je pense qu'ils ont énormément apprécié cette démarche et se sont sentis soutenus. Et ce soutien s'est avéré extrêmement important dans l'impact psychologique et leur motivation. Maintenant, avoir une équipe motivée et engagée ne fait pas tout. Et il est absolument nécessaire de s'assurer que les acheteurs sont en situation individuellement de rentrer dans un schéma de gestion et de sortie de crise. Vous allez constater assez rapidement que nous n'avons pas nécessairement une homogénéité dans le niveau de compétences. Et il est important d'évaluer leur niveau d'expérience dans la gestion de crise et partager sur comment l'aborder dans les meilleures conditions. Ensuite, comme l'objectif, je le rappelle, est de surmonter au plus vite la crise, donc le comment et le qui fait quoi sont essentiels. Il est donc essentiel de construire avec les équipes ces plans de sortie de crise. Ça ne se fait pas dans un coin. Donc la notion de leadership dans ces moments n'est absolument pas galvaudée. Et il faut vraiment sentir un mouvement, un capitaine qui tient la barre. Je pense que vous l'avez tous compris, le rôle du manager va être clé. Et on va se reposer sur lui pour s'inscrire dans la meilleure dynamique possible. Je dois aussi souligner que c'est aussi dans ces périodes difficiles, complexes, que l'on fait le tri dans les bons et mauvais managers. Si je tiens compte de mon expérience personnelle, j'ai commencé ma carrière d'acheteur en gérant quasiment immédiatement une crise en 2000. Quand vous êtes junior, vous n'êtes pas nécessairement préparé à ce type de situation. Je dois avouer que j'ai eu la chance d'être dans un groupe industriel très organisé, structuré, coaché par de bons managers et entouré de collègues avec un haut niveau de compétences métiers, mais aussi me reposer sur mes propres forces, mon dynamisme, mon engagement, ma motivation. Je dois avoir une certaine rigueur et un côté entrepreneurial, à savoir agilité et réactivité, ce qui m'ont beaucoup aidé. Donc encore une fois, l'aspect leadership va être clé dans cette gestion de crise. À ce stade, on peut déjà tenter de faire un petit bilan, un premier bilan sur les qualités et approches essentielles à avoir. Le premier élément, comme vous voyez, c'est offrir une direction et des objectifs clairs sur le rôle des achats. Je pense qu'il faudra naturellement s'appuyer sur vos managers pour les définir.
Le deuxième élément, c'est être réaliste dans les actions à mener. En effet, vous n'avez pas des équipes nécessairement homogènes, encore une fois, dans leur niveau de compétence. Maintenant, les principes généraux de l'action et méthodes de travail doivent être les mêmes. Troisième élément, organiser ses actions en fonction de l'environnement. Tout le monde ne bénéficie pas d'une organisation hyper structurée, se reposant sur des processus bien établis et huilés, au moins d'un point de vue opérationnel. Donc, maintenant, s'ils n'existent pas, c'est l'occasion de les inventer rapidement et de les mettre en place et de les déployer. L'aspect agilité, flexibilité. On a bien compris qu'une crise a son lot d'incertitudes. La crise du Covid-19 n'a pas encore dévoilé tous ses secrets et ses impacts, malheureusement. Donc, il faudra vraiment être capable de s'adapter à ces imprévus. Expliquer, dialoguer, naturellement, c'est tout ce qui est lié à la communication. La communication est vraiment clé dans la gestion et sortie de crise. Elle doit permettre de donner de la visibilité et donc de l'espoir. J'insiste sur ce mot-là. Dans une crise, la confiance joue un rôle absolument clé. Enfin, partager la vision, cette vision des achats avec l'entreprise. Les achats, naturellement, doivent être en mesure d'engager un mouvement compris par l'ensemble de l'organisation avec un message qui sera relayé, appuyé au bon niveau, idéalement par un membre du COMEX, le cas échéant. Maintenant, tout plan d'action, surtout en période de crise, se repose sur des demandes de l'entreprise. Pour les achats, ces demandes seront assez claires, de vous à moi, et se focaliseront assez naturellement sur des aspects financiers, opérationnels, mais aussi qualité. Donc, il est important d'intégrer ces paramètres dans le plan de gestion et de sortie de crise. La première dimension est une dimension d'ordre financier. Je pense qu'il faut être assez clair. Les achats vont être en première ligne pour participer à l'optimisation de la santé financière de l'entreprise. C'est d'autant plus critique si les dépenses, si je prends les coûts variables, les coûts fixes représentent une part significative de la structure financière de l'entreprise. Pour cela, j'ai identifié des points de vigilance pour les achats sur lesquels ils seront très certainement sollicités. Je ferai un petit focus en particulier sur l'aspect fonds de roulement, gestion des stocks, en particulier si ces stocks sont trop importants. Alors, que faire finalement si les perspectives de redémarrage sont faibles? Il y a un problème là de trésorerie qui est évident. Sur les coûts variables, qui dépendent essentiellement de l'activité de production, il faudra être particulièrement vigilant sur l'évolution de certains prix fournisseurs, qui sont pour certains liés à des contrats qui ont été signés ou simplement à l'évolution du marché. Là encore, tout dépendra de l'état du secteur industriel ou de services dans lequel vous opérez. J'ai connu des fournisseurs qui, profitant de la crise en 2000, avaient augmenté leur prix jusqu'à 30%. Bon, là aussi, on reconnaît ses amis. D'autre part, je pense qu'il faudra aussi communiquer beaucoup avec la direction des finances sur les opportunités d'optimisation et valider avec eux les impacts pour l'entreprise afin de s'assurer qu'elle participe réellement au soutien de l'activité. Si je cite un certain nombre d'exemples, clairement les dépenses de voyage, certains investissements non prioritaires risquent d'être fortement réduits, repoussés ou voire purement et simplement stoppés. Moi, j'ai l'exemple de la crise de 2008 financière et Renault qui avait décidé de suspendre tous les voyages du jour au lendemain sur une période de 3 mois. Donc encore une fois, on sait où on attend les achats et sur quels paramètres et quels leviers.
Ensuite, la dimension opérationnelle. Alors, cette dimension est peut-être la plus familière pour les achats car elle touche directement les aspects supply chain. Maintenant, il est aussi très important de bien s'imprégner des étapes clés liées à cette supply chain pour comprendre les impacts éventuels sur les opérations. Là aussi, j'ai indiqué un certain nombre de points de vigilance liés aux approvisionnements, à la maintenance, au passage de commandes, sanitaires. Derrière tous ces paramètres, vous avez un élément fort qui est la relation fournisseur. Parce que pour assurer l'approvisionnement de matières, de solutions, de sous-ensembles, pour assurer la maintenance, le redémarrage et le suivi de commandes, mais aussi des aspects sanitaires, puisque l'aspect sanitaire n'est pas uniquement lié à votre dimension interne, mais aussi comment vous le gérez avec vos fournisseurs. Donc là, le levier vraiment important sera l'état de l'art de votre relation avec vos fournisseurs. J'y reviendrai un petit peu plus tard, car c'est un élément vraiment absolument clé dans la sortie de crise. Alors là, il y a un message qui me semble essentiel, un message clé, c'est d'éviter le fameux quick and dirty et surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. En effet, nous sommes dans une période trouble, difficile, de crise. L'objectif, naturellement, est de surmonter cette crise pour certains. Néanmoins, il va falloir être très vigilant sur les aspects qualité des produits ou des services fournis. Ça ne veut pas dire que même si nous sommes en période de crise, on va peut-être travailler sur certains aspects en mode dégradé. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ce que doit être livré par les fournisseurs se trouve dans une qualité soit dégradée et faire du n'importe quoi en interne. Donc, il faut absolument soutenir les processus qualité et respecter les règles d'entreprise. Là encore, j'ai indiqué un certain nombre de points de vigilance pour les achats, paramètres liés aux indicateurs qualité, le just-in-time, le panel fournisseur, commande facturation. Indicateurs qualité, vous allez voir rapidement, et en particulier des produits livrés par vos fournisseurs. Dans ce cas-là, il est bon de se reposer sur un certain nombre de processus comme le multisource ou la standardisation. Le just-in-time, votre capacité à être livré en temps et en heure, ça pourra être néanmoins en cette période difficile, pas évident. Donc, revoir vos besoins, vos prévisions. Panel fournisseur, j'indique ça parce que aussi en période de crise, certains auraient peut-être tendance à identifier des solutions chez d'autres fournisseurs, mais sans faire un minimum d'analyse sur la fiabilité de ce fournisseur. Donc là, il faut maintenir quand même un minimum de validation sur l'introduction d'un nouveau fournisseur. En fait, et enfin, l'aspect commande facturation. On veut être parfois trop rapide dans l'exécution. On n'envoie qu'un simple email au fournisseur en disant livrez-moi à temps, sans passer de commande. Donc, il y a un aspect compliance. Encore une fois, il y a des règles d'entreprise. Nous sommes en crise, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, il faut rester extrêmement vigilant parce que si ces règles d'entreprise et de compliance ne sont pas respectées, ça peut amplifier les conséquences de la crise. Après le temps de l'analyse, du diagnostic et l'état des forces en présence, je vous propose de passer à l'action. En effet, dans toutes les crises que j'ai pu connaître, une relation forte et éclairée avec les fournisseurs a permis de faciliter clairement l'émergence de solutions et assurer la continuité de l'activité. On part quand même, dans certains cas, d'enjeux financiers considérables. Donc, la relation fournisseur, c'est ce que j'indiquais précédemment, va être vraiment essentielle. Cette relation, plus que jamais, va être vitale et doit permettre de faciliter la reprise et d'intégrer les fournisseurs dans votre plan de relance. La gestion de la relation fournisseur, le fameux SRM,
pendant cette période prend donc, vous l'avez bien compris, tout son sens. Et la détermination, l'implication des équipes à dialoguer efficacement avec vos partenaires, donc vos fournisseurs, ça va faire vraiment la différence. Encore une fois, c'est une constante dans toutes les crises que j'ai connues moi-même et il est important d'avoir une relation fournisseur, oserais-je dire, au beau fixe, ou du moins qui permettent de rentrer dans un mode de confiance et de transparence. La confiance, du reste, c'est vraiment le maître mot. Et soyez le plus transparent possible dans vos besoins, car vos fournisseurs ont un large panel de clients. Vous n'êtes pas le seul, vous avez bien compris. Que ce soit sur des sous-ensembles, des pièces, de la matière pour produire ou réaliser une prestation de service, il est essentiel d'être attentif à la capacité logistique et financière de vos fournisseurs, à vous soutenir dans cette phase critique. Sachez que votre santé financière, comme celle de vos fournisseurs, vont être des paramètres à suivre de près. Je me souviens, avec la crise financière en 2008, c'est Renault qui découvre qu'il a des fournisseurs en situation financière très critique, voire au bord de la liquidation judiciaire. Donc, comme j'expliquais, les constructeurs automobiles ont été obligés d'injecter des centaines de millions pour sauver ces distressed suppliers. Vous l'aurez compris, il faut vraiment créer le buy-in pour établir la meilleure des relations avec vos fournisseurs dans cette période complexe. J'évoquais aussi l'implication des achats dans les opérations, dans les activités de production. Ce chart de Siemens est intéressant pour rappeler les étapes clés de la supply chain. Et la connaissance de ces étapes doit permettre de contrôler les impacts et aussi définir les actions nécessaires pour maintenir la continuité de l'activité. Naturellement, le rôle des achats en amont et en aval de ce processus, sont les endroits où où ils vont être plus particulièrement sollicités. En période de crise, nous gérons des sujets très opérationnels et cette connaissance de l'architecture opérationnelle peut être une aide précieuse. Donc, encore une fois, avoir connaissance de la définition, l'organisation de votre supply chain et les niveaux d'intervention et le qui fait quoi sont vraiment nécessaires dans votre connaissance pour suivre au mieux les plans d'action qui ont été mis en place avec vos fournisseurs. Ici, avec ce slide, c'est simplement un petit rappel des actions à considérer sur le plan financier, avec en ligne de mire comprendre la structure de coût de votre entreprise. Ça, c'est important. Ça va vous permettre de hiérarchiser vos actions et répondre de manière plus efficace aux demandes de l'entreprise. Je recommande un reporting spécifique sur les actions économiques engagées par les achats, parce que ce sera vraiment un outil particulièrement utile, sachant que celui-ci, théoriquement, doit s'inscrire de manière plus large dans votre reporting standard, partagé avec l'ensemble de l'entreprise et plus particulièrement la direction des finances. Nous entrons à présent dans la dernière ligne droite et les prochains slides vont être une sorte de résumé des pratiques à adopter par les achats dans cette approche de gestion et de sortie de crise. Encore une fois, c'est ce que j'indiquais sur le facteur humain, mais aussi dans les relations que vous allez établir avec le reste de l'organisation. Nous sommes vraiment dans un esprit d'un travail foncièrement collaboratif qui se repose sur les forces de l'entreprise sans ignorer naturellement ses faiblesses. Il n'y a pas d'entreprise parfaite. Un petit rappel quand même, quand on parle mode projet, c'est vraiment travailler en mode projet, ça nécessite de faire collaborer
finalement des personnes issues de différentes fonctions sur un sujet unique. Hein. Et dans le cas présent, on ne parle pas de budget, puisque en général on définit un budget dans un projet, mais ce seront plutôt des objectifs financiers définis, économiques par l'entreprise. Encore une fois, la notion de cohérence est importante, de travail en équipe, tout ça pour un objectif qui me semble tout à fait noble, c'est-à-dire inscrire la fonction achat dans la stratégie de l'entreprise. Si ce n'est pas encore le cas, cette période, on va dire, de redémarrage, de sortie de crise, est peut-être une très bonne opportunité pour montrer toute la valeur ajoutée et contribution des achats dans l'entreprise. J'ai évoqué dans les slides précédents la notion de coordination, de revue de projet, reporting, instance. Un petit rappel aussi en termes de définition concernant la revue de projet. Il faut savoir que la revue de projet, c'est un élément clé du processus de la gestion d'un projet. Et ça permet à toutes les parties prenantes de faire le point sur l'avancement du dossier avant de passer au jalon suivant. Donc, c'est vraiment une méthode et une approche très structurante qui doit vous permettre justement d'avancer efficacement. Il faudra faire simplement attention à hiérarchiser votre niveau d'information, au niveau de granularité aussi, parce qu'à un certain niveau, on n'a peut-être pas besoin de tout le détail nécessaire. Et encore une fois, derrière, on jouera beaucoup sur la notion d'agilité et de rapidité dans l'exécution. Je vous invite, si c'est possible, à essayer d'établir des boucles courtes avec un certain nombre de stakeholders pour, le cas échéant, prendre des décisions qui auront un impact très rapide sur les opérations, sur votre activité. Encore une fois, je le répète, les achats se trouvent vraiment à la charnière entre fournisseurs et clients internes. Je pense qu'il faut éviter la dispersion et s'assurer que la communication intra et inter est la plus effective possible. Les achats ont vraiment un rôle de médiateur entre les deux parties et aussi de facilitateur, voire d'avocat pour plaider la bonne cause de l'entreprise sur vos besoins. Je pense que vous êtes là pour assurer la continuité de l'activité au travers finalement de cette relation fournisseur qui est clé. Là aussi, par définition, la communication doit comprendre aussi bien des éléments et dispositifs destinés à détecter et anticiper la crise que fournir des éléments de réponse à ces crises. Donc, dans cette logique, la communication s'inscrit naturellement dans les missions des achats afin de, encore une fois, donner de la visibilité à l'organisation. Visibilité donne des marques d'espoir et donc donne la capacité à motiver toute une entreprise dans cette sortie de crise. Nous arrivons à présent à la conclusion de cette présentation et je souhaiterais partager deux messages avec vous. Le premier message, c'est qu'il faut être capable de se projeter dans cette sortie de crise. Être capable d'anticiper ce qui implique finalement une certaine agilité pour gérer de très nombreuses informations et faire le tri. Et aussi une rapidité d'exécution pour assurer la continuité de l'activité. Je suis convaincu que l'engagement et la motivation sont essentiels car on va passer beaucoup de temps dans cette gestion et sortie de crise et cette implication fera clairement la différence. Et les achats ont souvent prouvé qu'ils étaient en première ligne sur ces sujets et plutôt avec succès. Le second message, c'est que rien n'est jamais acquis d'avance. Et il devient urgent, je pense,
Là, c'est un vœu pieux que de considérer la gestion de risque comme un élément crucial de la stratégie de l'entreprise. Car malheureusement, il reste encore le parent pauvre et pourtant, il permet de limiter les conséquences de crise qui sont par principe supposées n'arriver qu'aux autres. Hein, c'est bien connu. Donc, essayons d'investir un maximum de temps sur cette gestion de crise. C'est à présent la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si naturellement vous avez la moindre question, la moindre demande, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre entière disposition. Et naturellement, au cours des prochains jours, continuez à prendre bien soin de vous. Je vous remercie encore. À très bientôt. Merci.